Elle s'appelle Brooke Greenberg. Elle a l'allure d'un petit enfant, mais en réalité, elle a 17 ans. Cet enfant qui ne vieillit pas est un cas unique au monde. Brooke mesure 76 cm, pèse 7 kg et son âge mental est estimé à 12 mois. Mais pour Mélanie, sa mère, son bébé est devenu une adolescente. Je ne vois pas Brooke comme une enfant, mais comme une adolescente. Elle aime être seule, elle aime se balancer seule, rester seule dans sa chambre. Elle sait vous faire savoir qu'elle est heureuse ou qu'elle n'est pas contente. C'est certes un peu basique, mais vous pouvez comprendre ce qu'elle essaye de vous dire. Un traitement à l'hormone de croissance a été tenté, mais il n'a rien donné. Incapables de poser un diagnostic, les médecins ont appelé la condition de Brooke le syndrome X. J'ai le sentiment que Brooke détient une sorte de secret, le secret de l'immortalité. Et avec les chercheurs, nous essayons de percer ce secret. Le vieillissement est-il une fatalité inséparable de la vie ou est-ce une maladie qu'on pourrait guérir ? Quel est le secret de Brooke Greenberg, l'enfant qui ne vieillit pas ? Notre durée de vie serait-elle décidée par un chef d'orchestre invisible ? Et comment agirait-il ? Hormones, télomères, nanorobots, de nouvelles pistes pour prolonger la vie. À terme, la science pourra-t-elle un jour nous offrir l'immortalité ? Et si oui, est-ce une bonne nouvelle ? Bienvenue à tous. Sur cet immense tableau se trouvent 40 000 gènes, 3 milliards d'instructions. C'est le génome humain. Comme vous le savez, c'est lui qui commande la machinerie du vivant. Et justement, à ce propos, sera-t-il possible demain de vivre plus longtemps, beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, de dépasser les 100 ans de vie, peut-être même 120, 150 ans? Le défi est immense. Les perspectives donnent le vertige. Oui, Grishka, imaginez. Imaginez que vous puissiez vivre 150 ans, peut-être même 2 siècles. Mais attention, non pas comme un grand vieillard, mais en pleine possession de tous vos moyens, avec le visage et le corps d'un homme jeune et en pleine santé. Alors est-ce possible? Eh bien, jusqu'ici, on avait de bonnes raisons d'être plutôt sceptiques. Mais aujourd'hui, tout change. Les médecins et les biologistes sont de plus en plus nombreux à penser que nous sommes à la veille d'une révolution sans précédent. De sorte que si hier, on était vieux à 80 ans, demain, on sera encore jeune à 120 ans. Mais pour en arriver là, que faudra-t-il faire? Eh bien, mettre la main sur une mystérieuse horloge biologique, pour l'instant invisible, qui semble décider du rythme de notre vieillissement et de notre durée de vie. Bien oui, Igor. Et le premier pas, c'est de savoir où elle se trouve et comment elle marche. L'étape suivante consistera alors à reprogrammer cette fameuse horloge, à la remonter, pour que la grande aiguille ne s'arrête plus à 90 ou 100 ans, mais bien plus loin, 150 ans, 200, 300 ans peut-être. Vous avez peut-être du mal à le croire, mais ces chiffres sont aujourd'hui prononcés par des scientifiques. Préparez-vous à de prodigieuses surprises. Ce qu'annonce la science va bien plus loin que tout ce que vous pouvez imaginer. Dès l'aube des temps, l'homme a poursuivi ce rêve obsédant, allonger la durée de sa vie. Mais à travers l'histoire, la longévité semble liée à un secret, une formule magique qu'il suffirait de posséder pour obtenir la récompense suprême, une très très longue vie. C'est le mythe biblique de la fontaine de jouvence. Parfois, dans l'imaginaire, les recettes miracles ont coexisté avec de mystérieuses vallées où, sans que l'on sache trop pourquoi, les habitants semblent miraculeusement épargnés par le temps. Au-delà des légendes, voici pourtant un endroit bien réel. C'est la Sardaigne, 350 centenaires en vie et certifiés sur une population de 1 650 000 habitants. Au nord de l'île, en cherchant un peu, vous trouverez cet olivier réputé âgé de 3000 ans.
Les habitants de l'île y voient le symbole de leur bonne fortune. Mais quelles sont les véritables causes de la longévité extraordinaire des sardes? Pour le savoir, nous avons suivi le laboratoire mobile du professeur Luca Deiana. Ce chercheur de l'université de Sassari a organisé depuis des années une veille médicale permanente sur les patriarches de l'île et sur les aspirants centenaires, comme Antonio Manunta, 96 ans, venu nous rejoindre au volant de son auto. La consultation commence par une prise de sang et se poursuit par un long questionnaire. Mais si vous demandez à Antonio le secret de sa longévité, la réponse est désarmante de banalité. Pas de vice. Je ne fume pas et je ne bois pas. Même pas un peu de vin? Non, non, juste un petit verre à l'occasion et c'est tout. Les vraies raisons de la longévité des centenaires sardes sont multiples. D'abord, il semble bien que la longévité s'hérite et se transmette. Le peuple sarde étant resté isolé plusieurs siècles, les habitants se sont transmis de génération en génération des gènes protecteurs. Voici Mariana Ferreri, 101 ans, et fièrement disposée derrière elle les photos de ses parents et de ses grands-parents. Tous ont atteint des âges très avancés. Nous trouvons déjà une centenaire dans les ascendants directs de Madame Ferreri. Et en plus, nous avons une autre cousine centenaire qui vit à Turin. Quant à son mari, il est mort à l'âge de 94 ans. Sa longévité, conjuguée à celle de son mari, peut se transmettre à leur descendance, à leurs enfants ou à leurs neveux et nièces. Le professeur Deiana nous a fait une confidence. En étudiant le sang des centenaires sardes, il vient de découvrir des protéines qui joueraient un rôle absolument capital dans la longévité. Nous ne pouvons pas encore publier notre découverte. Ce ne serait pas sérieux tant que les procédures de confirmation sont en cours. Sinon, on aurait le lendemain des marchands qui vendraient la protéine de la longévité aux quatre coins de la planète. Si la longévité s'hérite, elle se construit aussi par le mode de vie. Une alimentation à base de produits méditerranéens explique en partie la longévité des Mathusalem sardes. Maddalena Satta vient de fêter ses 100 ans. Cette femme encore robuste s'est alimentée de la même manière toute sa vie, comme ses parents et ses grands-parents. Ce vin rouge, le vin sarde, chaque centenaire en boit un verre au cours du repas. Ce vin contient 60 à 70% de polyphénol. Ce sont des substances végétales qui ont une action protectrice sur les cellules. Je mange de tout. Ce que je fais moi et ce qu'on achète au marché. Je mange toutes sortes de plats. Des saragas, des ravioles, des alessandres d'arsa, des lasagnes que je prépare moi. Des scapellitas, des spaghettis aux moules, aux fruits de mer. Tout ça. Où il est, lui? Ah, là-bas. Je mange des fruits de mer, crus. Je mange tout. Les sardes, dit-on, ont le stress en horreur. Pour le mettre à la porte, ils n'ont rien trouvé de mieux que cette institution qui a traversé les siècles, la famille. À 100 ans, Raimonda Corda réalisait encore ses jolies broderies. Depuis, ses deux mains l'ont lâché, mais l'entourage protecteur, lui, est toujours là. La famille joue un rôle essentiel dans la longévité des centenaires.
car elle exerce un effet psychologique, d'encouragement, de sécurité, d'assistance, ce qui leur permet de rester eux-mêmes en atteignant cet âge de 100 ans. 104 ans. Et oui, pour atteindre cet âge de 104 ans. Vous avez raison. Je peux plus marcher comme je veux. Oui, vous ne marchez plus, mais vous vous portez très bien. En tout cas, la contribution de la famille est très importante pour aider la personne à devenir centenaire. Donc il y a la famille, bien sûr. Mais il y a autre chose. Chez les centenaires, existe un trait psychologique particulier, bien observé par le docteur Christophe de Gégère, spécialiste reconnu de la biologie de la longévité. Les centenaires ont une autre caractéristique sur laquelle on revient que très rarement, qui sont en fait leurs composantes psychologiques. Ils sont loin d'être des gens toujours très agréables, tels qu'on a l'habitude de les présenter. Vous savez, on parle des gens âgés comme étant des gens sages, sympathiques, qui vont s'occuper de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants, toujours prêts à tout pour eux. En réalité, ce qui ressort de toutes les études sur les centenaires, c'est leur aspect très rigide. Ils ne laissent rien au hasard. Ils ne vont pas forcément vers les autres. Ils chassent le stress, ils le repoussent vers les autres. Mais eux, leur vie est parfaitement organisée. Ils vont se lever à 7h30 toute leur vie, ils vont déjeuner à 7h58, toujours de la même façon, aller prendre leur courrier à 9h22, pas à 9h24, 9h22. Et donc leur vie ne laisse rien au hasard, ce qui est parfois très difficile pour leur entourage. Je vais vous réciter la chanson de la mort. La chanson de la mort. Pourquoi, ô toi la mort, ne viens-tu pas me prendre? Tu vois bien que je suis toujours ici-bas, chez moi, sur notre terre. Il y a une autre dimension à considérer, celle du moral. Les sardes, en général, sont convaincus qu'ils vont vivre longtemps, qu'ils ne vont jamais mourir. Ils ne pensent pas à la mort et ils vont de l'avant en écartant les obstacles devant eux. Et c'est peut-être ainsi, en oubliant la mort, qu'un Olivier Sarde reste vivant depuis 3000 ans. Mais tout de même, la longévité n'est pas une chose aussi simple. Il y a ce qu'on est et ce qu'on fait de ce qu'on est, le patrimoine génétique et le mode de vie. Leur chance en Sardaigne, c'est tout simplement qu'ils jouent gagnant des deux côtés. Revenons sur la petite Brooke Greenberg. La voici photographiée avec ses sœurs. Et voici comment les années se sont écoulées. Quant à l'avenir, il risque fort de ressembler au passé. Pendant les 5 premières années de sa vie, nous nous sommes préparés à voir Brooke mourir. Les médecins ont fait plusieurs tests et les résultats indiquaient qu'elle ne survivrait pas. Mais depuis quelques années, les médecins nous disent qu'elle survivra et qu'elle pourrait vivre très longtemps, tant que son environnement médical sera assuré. S'il reste identique, elle pourrait même vivre au-delà de 100 ans. Donc, jusqu'à présent, on pensait qu'elle allait bientôt disparaître. Mais aujourd'hui, on pense qu'elle va devenir centenaire. Alors, qu'est-il arrivé à Brooke? De quel étrange accident a-t-elle été victime? Parmi tous les médecins qui ont examiné Brooke, le docteur Richard Walker occupe une place à part. Cet hormonologue respecté, proche de la famille Greenberg, suit le cas de la petite fille depuis plusieurs années. Aujourd'hui, retraité à Saint-Pétersbourg, en Floride du Sud, il profite de son temps libre pour rassembler toutes ses analyses en une théorie générale des causes du vieillissement. J'ai vu Brooke pour la première fois à la télé, dans l'émission Deadline. Et j'ai compris immédiatement que le cas de cet enfant pouvait ouvrir de nouvelles perspectives sur le processus du vieillissement. J'ai contacté ses parents,
Monsieur et Madame Greenberg, et je leur ai dit mon intérêt pour le cas de leur fille. Je ne leur proposais pas un traitement, je pensais que son cas permettrait à la science de progresser, de comprendre mieux pourquoi nous vieillissons, pourquoi nous sommes mortels. Le docteur Walker a la certitude qu'un mécanisme fondamental s'est enrayé, bloqué chez Brooke. Un mécanisme qu'il s'agit maintenant d'élucider. La condition de Brooke résulte probablement d'une mutation génétique qui a provoqué le ralentissement de son développement et sa désorganisation. Contrairement à d'autres mutations génétiques comme la progéria ou le syndrome de Werner, où nous observons une accélération du vieillissement, dans le cas de Brooke, le facteur génétique a provoqué un ralentissement de ce processus. Les dérèglements génétiques ont le mérite de nous rappeler la règle. Chaque espèce vivante est génétiquement programmée pour une durée de vie bien précise. Et cela est vrai du plus infime moucheron jusqu'à l'éléphant et bien sûr à l'homme. Commençons par ces fourmis. Selon les espèces, leur durée de vie s'échelonne de quelques semaines à 1 an. Mais certaines vivent jusqu'à 30 ans. Et on peut continuer comme un jeu. Ainsi, quelle est la durée de vie maximale d'un perroquet? 40 ans? 75 ans? Ou bien 120 ans? Réfléchissez. Eh bien, la réponse, 120 ans. À présent, un éléphant. 70 ans? 90 ans ou encore 110 ans? Réponse, 70 ans. Enfin, une mouette, 1 an, 5 ans ou encore 15 ans. Réponse, 15 ans. D'autres espèces, comme les tortues, ont une biologie qui leur permet de vivre plus longtemps. Écoutez Marie-Claude Bomsel, professeure au Muséum d'histoire naturelle. Ces tortues sont à sang froid, dit-on, c'est-à-dire poikilothermes, c'est-à-dire qu'elles ont une température qui va varier en fonction du milieu extérieur. Elles utilisent l'énergie solaire, c'est en fait des piles solaires. Elles ont inventé l'économie durable bien avant nous. Elles ont un autre avantage, elles sont herbivores, donc facilité de digestion, excrétion assez lente mais bonne. Elles ont par ailleurs une grande taille, donc accumulation d'énergie maximale, plus un coût de reproduction très bas, parce qu'elles pondent des œufs et elles s'en vont. Ça signifie une vie très longue, car qui veut ménager sa monture, eh bien vit lentement, c'est leur propos. Elles peuvent vivre jusqu'à 150 ans, c'est énorme. Un serpent, lui, ne vivra que 40, 50 ans, c'est le maximum, parce qu'il mange de la viande et que ça, c'est beaucoup plus difficile à digérer et que ça raccourcit le temps. Au contraire, chez les animaux à sang chaud, la phase de la vieillesse est bien plus marquée. Ici, nous avons affaire à des mammifères, des animaux homéothermes. Ils doivent maintenir une température à 38 degrés. Pour avoir une température de 38 degrés, il faut avoir du combustible. La combustible, c'est la nourriture. On le voit, ils sont bien ronds. Nénette, 40 ans. Toubeau, 16 ans. Nénette, elle, par exemple, en tant que femelle, va avoir évidemment un coût de reproduction très lourd. Il faut fabriquer un petit, accoucher, le nourrir, c'est très très long. Et donc, les machines s'usent beaucoup plus vite. Donc, ces animaux-là vivront 40, 45 ans. Ça n'est pas très long, c'est comme l'homme. Sauf mon Toubeau, à mon avis, mon Toubeau. Mon Toubeau. Nous, on vivra un amour éternel. Tu vas bien vivre encore avec moi une centaine d'années. Hein? Oh, bel indifférent. Dans le règne vivant, un des cas les plus étonnants reste celui des saumons du Pacifique, qui meurent après un unique épisode de ponte. Leur instinct les pousse à remonter les rivières pour venir se reproduire à l'endroit précis où ils sont nés. Un voyage éprouvant que les saumons réalisent sans prendre la moindre nourriture. Et enfin, parvenus à destination, la femelle pond ses œufs et le mâle les fertilise. À partir de là, les saumons sont condamnés. En quelques jours,
de brutales décharges hormonales les transforment en individus chétifs et vieillissants. La vie leur signale qu'il est temps pour eux de disparaître. Et c'est ce qu'ils font en chœur et par milliers. Bref, dès la naissance de l'alevin, son avenir est programmé. Dans 2 ou 3 ans, il viendra mourir ici, à l'endroit même où il est né, juste après son unique reproduction. Mais alors pourquoi ? Pourquoi la nature a-t-elle attribué aux êtres vivants des longévités si différentes ? Par fantaisie ? Par caprice ? Par hasard ? Ou bien est-ce qu'il y aurait, derrière cette diversité, une raison cachée ? Si on cherche une logique à la longévité, je vais vous le dire tout de suite, il n'y en a aucune. Tout simplement parce que pour la nature, il faut vivre, survivre et surtout se reproduire pour que l'espèce soit pérenne. L'individu ne compte pas en lui-même. En d'autres termes, la nature est économe. Elle accorde juste le temps nécessaire aux êtres vivants pour se reproduire. Mais l'homme, lui, vient troubler le jeu. Écoutez ce qu'en dit le docteur de Gégère. Il n'y a guère que l'homme qui cherche à échapper à son destin. L'homme se reproduit, il fait des enfants, donc normalement, à partir de là, il n'y a même pas besoin de parler de retraite. Normalement, il devrait disparaître, puisque ça devient une bouche inutile. Si on se place d'un point de vue de l'espèce, bien évidemment. Et non, eh bien lui, l'homme, il veut rester. Il veut en profiter. Il veut profiter de cette retraite durement acquise. Et il veut changer en réalité son destin. Et c'est là où il va remettre en question complètement l'évolution de l'espèce. Et nous risquons d'avoir des surprises par rapport à ça. Donc, l'homme veut changer son destin en essayant de comprendre comment fonctionne la machine biologique que nous a léguée la nature. D'abord, c'est l'émerveillement. Comme un bel avion de ligne, la machine du vivant se révèle parfaitement organisée, parfaitement auto-réparée, par un service de maintenance invisible, mais très efficace. Sauf que, peu à peu, ce service se relâche et provoque le vieillissement. Pourquoi, après quelques dizaines d'années, la machine se détracte-t-elle ? Regardez la petite Brooke. Est-il bien juste de dire que cet enfant n'a pas vieilli ? Absolument pas. Elle vieillit, même si ce vieillissement est très lent. Si vous observez comment elle se développe, vous verrez qu'elle vieillit, mais à des rythmes différents. Son cerveau, par exemple, s'avère être le cerveau d'un enfant qui aurait moins d'1 an. D'un autre côté, sa dentition est celle d'un enfant de 6 ou 7 ans. De même, si vous observez son squelette, vous constaterez que ses os sont ceux d'un enfant de 10 ans. En revanche, d'autres cellules de son organisme sont synchrones avec son âge réel, soit 17 ans, voire un peu plus. Donc, Brooke vieillit bien sûr comme nous tous, mais d'une manière anarchique, désorganisée. Cette observation a permis au Dr Walker de proposer une nouvelle manière de comprendre le processus du vieillissement. Écoutez-le attentivement et tout va devenir lumineux. Notre organisme est d'abord le produit d'une reproduction sexuelle, dans la mesure où nous commençons notre vie à partir d'une cellule simple, un œuf fécondé. Mais ensuite, notre organisme subit une transformation dynamique qui le mène jusqu'à l'âge adulte. Ce processus ne se fait pas au hasard. Il est entièrement pris en charge par un certain nombre de gènes qu'on appelle des gènes de régulation, qui nous conduisent de la simple cellule jusqu'à l'âge adulte. Richard Walker nous a proposé de comparer le développement de chaque individu, quel qu'il soit, à un orchestre. Et d'abord, voyons comment se répartissent les rôles. Si nous comparons l'organisme à un orchestre, nous pourrions dire que l'organisme est représenté par les musiciens, tandis que les gènes de régulation sont représentés par le chef d'orchestre qui dirige les musiciens et qui les aide à développer le thème jusqu'à la maturité. Progressivement,
Sous la direction précise du chef, les musiciens joignent leurs talents pour développer le magnifique thème écrit dans la partition. Et c'est ainsi qu'un être humain grandit et se développe depuis l'enfance jusqu'à la maturité sexuelle. Notre organisme atteint un état de perfection physique vers l'âge de 18-20 ans. Jusque-là, le développement de l'organisme est contrôlé, comme nous l'avons vu, par des gènes de régulation. Mais au-delà de cet âge, il n'y a plus d'informations disponibles. Et nous voici au moment précis où le chef d'orchestre tourne une page de sa partition et soudain découvre que la suivante est vierge. La situation est identique pour chaque interprète. Alors, que s'est-il passé? Rappelez-vous, la vie, dans sa logique aveugle, privilégie la reproduction. Une fois que l'organisme s'est reproduit, il peut disparaître. Et c'est si vrai que la vie a négligé d'écrire la suite de la partition, c'est-à-dire l'information génétique permettant à un organisme de durer au-delà de l'âge de la reproduction. À partir de là, le chef d'orchestre continue à diriger l'orchestre, à agiter sa baguette bien qu'il n'y ait plus de musique à jouer. Si bien que chaque musicien se met à jouer pour soi. Résultat, cette absence de coordination conduit à une détérioration complète de la musique. C'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Nous touchons ici l'hypothèse centrale du Dr Walker. À partir de notre maturité sexuelle, vers 18 ou 20 ans, notre organisme, comme cet orchestre devenu fou, ne dispose plus de la séquence d'instructions génétiques lui permettant de continuer à vivre sans se détraquer. Il y a une séquence qui manque effectivement, puisque lorsque nous arrivons à la maturité, c'est-à-dire autour de 18-20 ans, nos mécanismes se dérèglent. Et effectivement, cette partition qui était parfaitement écrite, qui arrivait à des choses positives, qui arrive à un adulte en pleine possession de ses moyens, eh bien, elle se dérègle. Et il y a une accumulation d'erreurs qui vont, à ce moment-là, être globalement néfastes, qui vont représenter le vieillissement, et ce vieillissement va faire le lit de la maladie, et va nous faire disparaître avec une période de handicap plus ou moins courte ou plus ou moins longue, et c'est ce que redoutent la plupart des gens. La plupart des gens, d'ailleurs, n'ont pas peur de la mort, ils ont peur de cette période de handicap qui est avant la mort. Et à partir de là, nous comprenons mieux ce qui est arrivé à Brooke. Le chef d'orchestre, en elle, était déficient depuis le début. Si nous comparons Brooke à cet orchestre, nous dirons qu'elle a en elle, depuis toujours, un mauvais chef d'orchestre. Si, dès le départ, le chef d'orchestre n'est pas bon, les musiciens ne vont pas parvenir à interpréter correctement le thème. C'est ce défaut qui affecte les gènes de régulation de Brooke et qui empêche son organisme de se développer normalement. Mais l'existence d'un mauvais chef d'orchestre est importante pour la science, parce qu'elle nous conduit à chercher le bon chef, celui qui nous permettra de vivre sans nous détériorer au-delà de la maturité. Et finalement, ce que le cas extraordinaire de la petite Brooke nous apprend, c'est que demain, si nous parvenons à trouver la bonne séquence génétique qui commande la suite de la partition, c'est-à-dire notre longévité, alors nous tiendrons enfin la solution. Ça veut dire que demain, à 15 ans, 20 ans, 25 ans, on va être capable de modifier et de corriger nos différents systèmes de réparation pour faire que cet homme, à partir de 18-20 ans, eh bien, restaure en permanence ses capacités. On se réparera nous-mêmes et on est capable de le faire. À 18 ans, nos systèmes fonctionnent, ils sont opérationnels. Ce n'est qu'après qu'ils se dégradent. Donc si ces systèmes restent opérationnels, eh bien effectivement, on n'a plus de raison de penser que cette espérance de vie qu'on fixe actuellement de façon statistique à 120 ans, en termes d'espérance de vie maximum, eh bien, on peut penser qu'elle va pouvoir durer 150, 200 et puis beaucoup plus.
Bien sûr, nul ne sait quand se réalisera ce grand espoir que nous offre la biologie. Mais en attendant, que faire? Il n'y a certainement pas rester les bras croisés. C'est ce qu'on a pensé très tôt, ici, dans le monde bigarré de Venice Beach, en Californie. C'est de Venice, dans les années 60, qu'est parti le célèbre mouvement anti-âge. Porté par une génération, celle des baby-boomers, il s'est construit à la fois sur la contre-culture, les découvertes de la biologie qui s'accumulaient et une philosophie de la vie qui se cherchait. Ils ont vu leurs parents, ou ils voient leurs parents, vieillir et mal vieillir. C'est-à-dire essayer de trouver une maison de retraite, être préoccupés par des problèmes de couche, etc. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils en sont maintenant à la retraite, ils veulent en profiter debout. Et donc là, on retrouve typiquement l'esprit américain, c'est-à-dire un esprit, non pas d'assistanat, mais un esprit de lutte. Je veux en être, je me bats pour ça. Et donc, comment vont-ils arriver à faire ça? Ils vont travailler sur la rééquilibration de l'ensemble des déséquilibres qui se sont installés dans leur organisme. Et puisque nous étions à Venise, nous avons mis le cap sur Palm Springs. Niché en plein désert, à 170 km de Los Angeles, Palm Springs est réputé pour ses parcours de golf. Mais c'est aussi le lieu de villégiature des riches retraités californiens et de quelques stars d'Hollywood. C'est ici, tout naturellement, que le Dr Shine a fondé son institut. Décrié par les uns, loué par d'autres, le Dr Shine est un pionnier du mouvement anti-âge. Il fut le premier, il y a une quinzaine d'années, à proposer à grande échelle une thérapie reposant sur le rééquilibrage hormonal. Sur son site, très alléchant, le Dr Shine dévoile sa formule. Nous faire vivre et vieillir comme les mouettes. Le processus de vieillissement chez les humains est différent de celui des mouettes. Les hommes vieillissent à cause de la baisse de leur taux d'hormones. C'est à cause de cela que nous tombons malades et que nous mourons. Les hormones des mouettes restent, toute leur vie durant, à leur seuil optimal, ce qui fait qu'elles vivent en pleine forme sans tomber malades. Et quand la fin arrive, elles tombent dans l'océan et elles meurent. Le principe de mon traitement est très simple. Il s'agit d'imiter les mouettes, c'est-à-dire de maintenir notre niveau hormonal à son seuil optimal tout au long de notre vie. Pour mieux comprendre ce qui se passe au cœur du vivant, on peut prendre l'exemple d'une automobile. Regardez, le tableau de bord indique les niveaux des fluides indispensables à la bonne marche du moteur. L'eau, l'huile, l'essence. Pour l'homme, voici le tableau de bord, les sécrétions hormonales indispensables à la vie. Par exemple, les hormones thyroïdiennes qui contrôlent la production de chaleur de notre corps. La mélatonine qui nous aide à trouver un sommeil réparateur. L'hormone de croissance qui accroît la masse et la tonicité de nos muscles. La DHEA, sécrétée par nos glandes surrénales et qui aurait un effet sur la libido, la peau et les os. Et tout comme les fluides dans une auto, notre taux d'hormones chute à mesure que nous vieillissons. Voici comment, entre 10 et 90 ans, décroît votre taux d'hormones thyroïdiennes. Hélas, ce n'est pas mieux pour la DHEA. Même chute pour la mélatonine. Et bien sûr, pareil pour l'hormone de croissance. Les hormones sont comme des emails, des courriels. C'est un message envoyé par nos organes vers l'ADN de nos chromosomes. Quand notre taux d'hormones décroît, le signal transmis décroît lui aussi. Et dans ce cas, l'ADN ne capte pas bien le message. Et comme il ne capte pas bien le message, la nouvelle génération de cellules qu'il reproduit n'est pas saine. Ce sont des cellules porteuses de maladies.
Pour le Dr Shine, cette chute des sécrétions hormonales explique pourquoi, avec l'âge, il devient nécessaire de rétablir les équilibres rompus, en quelque sorte d'amener notre auto au garage. Son site web regorge de cas exemplaires du style avant-après. Avant, ils avaient l'âge de leurs hormones et donc ils se sentaient fatigués et vieux, très vieux. Avant de consulter le Dr Chen, il y a 11 ans maintenant, je me sentais vieillir. Je ne jouais plus très bien au tennis, mon cerveau semblait fonctionner au ralenti. J'en étais arrivée à un point où je me sentais toujours fatiguée, où j'avais toujours besoin de dormir. Puis, le Dr Shine intervient avec, ce qu'il faut bien appeler, une merveilleuse astuce, tromper notre ADN grâce aux suppléments hormonaux contenus dans ces petites boîtes. Ma méthode consiste à restaurer votre taux hormonal et à le ramener à celui de vos 20 ans. Par exemple, si vous avez aujourd'hui 60 ans, je ramène votre taux hormonal au niveau de celui que vous aviez lorsque vous étiez plus jeune. Votre ADN recevra alors un message hormonal qui lui dira que vous êtes jeune, si bien que les cellules qui seront reproduites alors seront des cellules jeunes, saines, et plus des cellules de 60 ans. Et c'est l'explosion. Leur vie semble transformée, comme s'ils avaient retrouvé leurs 20 ans. Vous avez l'impression d'être revenu 20 ans en arrière. C'est extraordinaire. Vous avez une énergie incroyable. Vous avez envie de vous remettre à faire du sport. En fait, vous retrouvez ce que vous étiez auparavant. Mon agilité mentale, ma force physique ont changé depuis que je suis allé à l'Institut. J'ai la sensation qu'ils ont retrouvé le niveau qui était le leur quand j'avais 30 ans. C'est bien sûr caricatural, comme une publicité grossière. Cependant, les résultats sont là. Des milliers d'hommes et de femmes dans le monde ont tenté l'expérience du rééquilibrage hormonal et en proclament les bienfaits. Toutefois, aussi importante qu'elle soit, les hormones ne sont qu'une pierre dans un édifice autrement complexe. Le Dr Chen est le représentant typique de la vision américaine du tout hormonal. Donc ça, c'est parfait parce que ça correspond à une attente de beaucoup de patients, c'est-à-dire une attente simpliste. On a un problème, on a une solution, on fait une injection, boum, c'est fini, tout repart. En réalité, la nature et la physiologie humaine, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ce qui fait que, je dirais, que peu de gens accèdent à cette médecine de la longévité, c'est parce que ça implique de changer son mode de vie. Ça implique de manger différemment, ça implique de faire du sport, ça implique de prendre des hormones ou des correcteurs physiologiques, mais ça implique un ensemble de choses. Et cette espèce de réaction qui est une réaction presque de recherche de solutions magiques, comme le faisaient au Moyen-Âge ou même à d'autres périodes reculées du temps certains rois ou personnes richissimes qui mangeaient simplement des testicules d'animaux ou de taureaux pour retrouver une certaine jeunesse. C'est pas si simple que ça. Je vais à présent vous demander de vous avancer afin de recevoir votre prix Nobel des mains de Sa Majesté le Roi. Franchissons maintenant une nouvelle étape. Au-delà des hormones, une autre piste se dessine depuis une vingtaine d'années pour les chercheurs, celle des télomères. En 2009, le prix Nobel de médecine a été attribué à ces trois chercheurs, Elizabeth Blackburn, Carol Greider et Jacques Shostak, pour leur découverte du mécanisme de protection des chromosomes par les télomères. De quoi s'agit-il ? Tout simplement des extrémités de nos chromosomes. C'est comme la protection en plastique d'un lacet de chaussure. Elle empêche le lacet de s'effilocher. Hélas, chaque fois qu'une de nos cellules se divise, la longueur de nos télomères diminue. Chaque division agit comme un passage de rabot. Et un jour, c'est terminé. Privé de sa protection, le lacet de nos chromosomes se détériore et nos cellules s'abîment un peu plus à chaque division. C'est la vieillesse, puis la mort. Fin de l'histoire ? Eh bien non. La suite se passe à la cafétéria de l'aéroport de Seattle. Tout est dans cette enzyme que voici. Elle est produite naturellement par l'organisme. Son nom, la télomérase. Devant l'écran,
rencontré entre deux avions le biologiste Michael Fossel, un des chercheurs qui travaille aujourd'hui sur l'enzyme miracle. La télomérase contrôle la manière dont vos cellules se réparent d'une génération à l'autre. Nous pourrions l'utiliser pour recaler le processus du vieillissement dans les cellules. Normalement, la télomérase ne s'exprime que dans les cellules sexuelles et les cellules cancéreuses. En protégeant leurs télomères, elle leur donne la capacité de se reproduire indéfiniment. Mais à présent, imaginez qu'on installe dans votre corps, dans chaque cellule, un interrupteur capable d'activer ou, au contraire, d'inhiber la production de télomérase. La télomérase joue un rôle très important dans les cellules cancéreuses et dans le vieillissement. Il faut l'activer pour stopper le vieillissement et les maladies majeures, et il faut le désactiver dans les cellules cancéreuses pour empêcher leur prolifération. Mais il ne suffit pas d'allumer ou d'éteindre l'interrupteur. Nous voulons contrôler le mécanisme pour soigner tout ce qui doit l'être. L'idée est bien sûr géniale, mais comment la réaliser? Il existe de nombreuses pistes, mais les chercheurs aujourd'hui mettent leur espoir dans cette petite plante. C'est une plante connue de la médecine chinoise depuis 2000 ans. Et il se trouve qu'un facteur de cette plante active la télomérase. Ce que nous voudrions faire, c'est l'utiliser sur des patients et voir l'effet produit sur leur vieillissement. Ce qu'on peut en attendre, selon moi, ce n'est pas seulement une vie plus longue, mais une vie en bien meilleure santé. Pour l'allongement de la vie, ce n'est pas 10 ans, 20 ans de plus, mais probablement 100 ou 200 ans. Mais encore une fois, personne ne veut vivre plus longtemps dans un hôpital. Nous voulons aussi vivre mieux, jouer au tennis, profiter de nos arrière-petits-enfants et garder la santé 20, 30, 40 ans de plus. Je crois vraiment qu'on aboutira dans une dizaine d'années. Plus loin dans l'avenir, une nouvelle frontière à vaincre, la très grande longévité, plusieurs siècles de vie. À Denver, dans le Colorado, nous avons rencontré le docteur Terry Grossman. Dans son dernier livre à succès, il ose poser cette question. Serons-nous immortels? Sa méthode, la prévention et les hautes technologies. Il a déjà pris les devants au cas où demain, il aurait une attaque cardiaque. Si demain j'avais une attaque cardiaque, je préférerais tout de même qu'elle ait lieu dans un endroit où les médecins savent se servir des cellules souches. J'ai pris soin d'en conserver quelques-unes il y a quelques années, qui me seraient très utiles. Faute de cela, les médecins doivent d'abord prélever des cellules souches dans le ventre du patient. Puis, ils les injectent directement dans son cœur, ce qui permet d'arrêter les dégâts. Tout cela, c'est donc pour le très proche avenir. Mais demain et après, deux révolutions attendent la médecine. La première, c'est celle de la nanomédecine. La nanomédecine est une médecine pratiquée à l'échelle d'un nanomètre. Un nanomètre étant la taille approximative d'un atome. Il s'agit donc d'une médecine à l'échelle de l'atome. Aujourd'hui, les chercheurs ont mis au point des sphères microscopiques qu'ils remplissent de médicaments. Ils les injectent dans le sang et ils les conduisent à leur destination pour éliminer les cellules cancéreuses. C'est ce type de médecine qui sera accessible à tous dans les 10 prochaines années. La seconde révolution, la plus décisive, sera celle des nanorobots. Et cette fois, la très grande longévité est en vue. Les nanorobots sont de très petits instruments qui seront construits dans l'avenir. Nous n'avons pas encore les technologies pour cela. Ces robots seront injectés dans le corps où ils circuleront dans le flux sanguin pour réparer des dégâts ciblés. Ce sont les petits sous-marins du futur que nous verrons apparaître aux alentours de 2030, entre 2030 et 2040, ce qui nous permettra de compter notre âge en siècles plutôt qu'en décennies.
Mais attention, il ne s'agit plus là seulement de médecine ou de technologie, car à l'ère des nanorobots, ce sont les fondements mêmes de nos sociétés qui seront bouleversés. Je crois que l'aspect technique n'est pas l'aspect qui nous posera le plus de problèmes. Le plus difficile sera de nous adapter aux conséquences de ces technologies, car c'est toute notre vie qui sera bouleversée. Vous voyez ce qui se passe avec le débat sur les retraites. On discute de quelques années. Mais imaginez que demain, on discute d'une extension de la vie de 50 ans, de 100 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va pouvoir en bénéficier? Parce que ça aussi, c'est un problème. Parce que tant qu'il y a une centaine de personnes, ça va. Si on a 10 000, 100 000, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça va signifier pour ceux qui ne vont pas en bénéficier ou qui ne voudront pas en bénéficier? Et puis imaginez enfin le choc nord-sud. Parce qu'il n'est pas possible de penser que nous, en tant qu'occidentaux, nous bénéficions d'une vie qui peut monter à 150, 200 ans, en bonne santé, d'accord? Pas grabataire dans un mouroir, mais actif, voulant travailler, voulant créer. Et d'un autre côté, par exemple, un continent africain, où dans certaines régions, vous avez 50% d'une population qui a moins de 15 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Poursuivons notre tour du monde. Nous arrivons à Bénarès, en Inde, la ville sacrée au bord du Gange. Bénarès, la ville des morts. Et nous voici au cœur des croyances et des mythes. Ces hommes et ces femmes sont habités par une conviction. En venant mourir à Bénarès, ils se donneront une chance de rompre le cycle des réincarnations et d'accéder ainsi au nirvana. Au soir venu, le mort couvert de fleurs est amené jusqu'au Gange, où il est purifié. Puis, il est placé sur un bûcher. Le feu est apporté depuis le temple de Shiva par l'homme le plus âgé de la famille. Personne ne pleure. À Bénarès, réussir sa vie, c'est réussir sa mort. Mieux que cela, c'est quitter enfin le cycle de la vie pour exister sur un autre plan, celui de la béatitude. Pour nous, les funérailles sont un système de redistribution. L'énergie revient à sa forme originelle pour reformer un nouveau corps. L'âme est la plus petite partie de l'absolu. Elle fusionne avec l'absolu. On ne peut pas la détruire. On ne peut pas la réduire en cendres. Elle demeure. Vu d'ici, notre obsession très occidentale de prolonger la vie est bien difficile à comprendre. C'est pourquoi, à la veille de la grande révolution de la longévité, sans doute nous faut-il atteindre une nouvelle conception de la vie pour être vraiment capable de vivre pleinement 150 ans, 200 ans, peut-être beaucoup plus. Ainsi, pour Jean-Claude Ameisen, biologiste, membre du comité d'éthique, l'allongement de la vie ne deviendra un progrès que s'il nous conduit à revisiter l'ensemble de nos valeurs. On parle beaucoup de développement durable. Et la question c'est, voulons-nous faire durer pour une partie de l'humanité les tragédies actuelles, ou voulons-nous faire en sorte que le développement soit équitable, que l'humanité vive dans une situation équitable, et à ce moment de le faire durer. Donc je crois que pour l'allongement de l'espérance de vie qu'on espère, c'est la même chose. Essayons de faire en sorte d'être le plus humain possible avec chaque personne, avec chaque enfant qui aujourd'hui habite sur Terre, et si nous y réussissons, eh bien essayons de faire en sorte que cette bonne vie soit le plus longue possible. Pour finir, voici Brooke encore et une dernière fois. Son handicap nous aidera-t-il à lever un coin du voile, à progresser dans la compréhension des secrets les mieux cachés de la vie et de l'évolution? Peut-être. Mais
Comment ne pas être saisi d'émotion devant ces grands yeux perdus dans le vague? Ils reflètent le malheur, mais aussi, pour l'humanité entière, un immense espoir. Au terme de cet étonnant rendez-vous avec l'allongement de la vie, peut-être ressentez-vous pour la première fois que nous sommes au bord d'une fantastique révolution, sans doute la plus importante pour l'humanité. Oui, Grishka, hier vieux à 80 ans, demain jeune à 120. Tel est entre autres le slogan de tous ceux qui aujourd'hui vont conquérir la très grande longévité. Un immense défi, mais pour le relever, pour entrer dans ce monde nouveau qui est là, juste devant nous, il faudra accepter cette idée que la vieillesse, finalement, n'est pas un phénomène naturel, mais bien une véritable maladie. Une maladie que nous aurons un jour les moyens de guérir une fois pour toutes. Alors, préparez-vous à vivre cette longue et belle jeunesse. 20 ans pendant 3 siècles. Et n'oubliez jamais que dans l'univers, rien, même ce qui aujourd'hui vous paraît incroyable, rien n'est impossible.